Bonjour Cyril, merci d'avoir accepté d'être le héros de ce 3e épisode de cette seconde saison du podcast Le réseau de mon réseau. Alors nous sommes sur ton lieu de travail à Laval, à la CODEM, pour être encore un petit peu plus précis, installé bien au chaud. Toi et moi on avait évoqué au moment de la prise de rendez-vous la possibilité, l'éventualité de faire l'enregistrement en extérieur, mais le mois d'octobre et la tempête en ont décidé autrement. Donc nous sommes bien au chaud dans les locaux de CODEM. Les auditeurs et auditrices qui nous font le plaisir d'avoir appuyé sur lecture pour lancer cet épisode vont entendre dans quelques instants des éléments sur ton parcours, bien sûr, mais aussi et surtout tout ce qu'il faut savoir sur ton rôle et tes missions au sein de la CODEM. Et puis, puisque c'est le fil rouge de cette saison 2, tu partageras ton regard sur ce qu'est l'économie sociale et solidaire, #ESS, avant de nous présenter ta personne D, c'est-à-dire celui ou celle que j'aurai le plaisir d'aller rencontrer prochainement avec les micros de Parole et compagnie. Mais juste avant, je te propose, Cyril, d'écouter le petit portrait que Françoise Charles a fait de toi dans l'épisode précédent, ainsi que les raisons pour lesquelles elle a choisi de m'envoyer vers toi pour cet épisode 3. Alors Vincent, j'ai choisi de t'envoyer vers un Mayennais, voilà. Donc je te propose d'aller en balade à Laval pour rencontrer la personne C. Et cette personne C, c'est Cyril Coupé. Cyril, il est membre fondateur du projet Level et il est également chargé d'accompagnement et directeur délégué de la coopérative d'activité et d'emploi de la Mayenne, CODEM. C'est mon collègue, puisqu'au quotidien, je partage les bureaux de CODEM et je suis accueillie dans cette entreprise pour porter et accompagner le projet Level. Et je t'envoie vers Cyril, car c'est une personne qui a un grand réseau en Mayenne, qui connaît bien l'économie sociale et solidaire, qui est un militant de l'économie sociale et solidaire et qui, je pense, pourra t'apporter aussi un regard sur l'ESS d'un territoire différent du territoire angevin. Voilà, il y a des spécificités de territoire. Et puis qui, au quotidien, accompagne des entrepreneurs. Donc ça, je trouve que c'est intéressant aussi de voir comment l'économie sociale et solidaire assure cette mission d'activité, d'emploi. Voilà. Et Cyril est également quelqu'un qui a un engagement dans des activités artistiques, bénévoles, qui sont très intéressantes sur le territoire de la Mayenne. Voilà. Eh bien, écoute, Cyril, je suis ravie que tu aies accepté de recevoir Vincent pour ce podcast. Et j'imagine que tu apporteras des éclairages aussi complémentaires à ceux que j'ai pu donner. N'hésite pas à parler de Level également. Voilà, petit instant communication et je te souhaite plein de plaisir pour ce podcast. Voilà. Bonjour Cyril et bienvenue donc au micro de Parole et compagnie. Bonjour, merci de m'inviter à prendre la place devant ce micro. Avec grand plaisir. Je précise, si je peux me permettre, que tu es un peu malade aujourd'hui, voire peut-être même très malade, on pourrait le dire, et que tu as bien voulu maintenir quand même le rendez-vous, je t'en remercie. Donc les gens qui te connaissent vont peut-être entendre une voix un peu différente de ta voix habituelle. Ouais, j'ai ma voix de crooner là. Voilà, et pour ceux qui ne te connaissent pas, ce sera ta voix. Pour toujours, tu auras une voix de crooner. Tu viens d'écouter ce que Françoise a dit de toi. Moi j'ai noté quelques petites choses. Elle parle de toi comme d'un membre fondateur du projet Level, chargé d'accompagnement et directeur délégué de la CODEM, militant de l'ESS, que tu as un regard différent, tu portes un regard différent sur l'ESS, notamment en lien avec les spécificités du territoire mayennais. Et également, elle nomme de nombreux engagements artistiques et bénévoles. Est-ce que ça te paraît assez complet ? Oui, c'est même flatteur, vu comme ça, dit par quelqu'un comme Françoise, qui est pas avare aussi, elle, d'avoir des engagements multiples et variés et d'avoir porté énormément de projets. Donc c'est plutôt flatteur. Donc oui, moi je suis surtout là où j'ai envie d'être. Je fais ce que j'ai envie de faire. Donc effectivement, quand on me propose des projets chouettes, j'y vais. Quand il y a des opportunités, j'y vais. C'est souvent aussi ça qui fait le moteur de beaucoup de gens dans l'ESS. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler, je pense. Ah j'espère bien. On est là pour ça. C'est le cœur de l'émission en effet. Françoise te demande aussi de manière plus ou moins directe, tu as la quasi-obligation, on pourrait dire, de parler de Level. Est-ce qu'on commence par là éventuellement ? Et puis tu peux ensuite nous parler de ton parcours, les grandes lignes en tout cas, tout ce qui vient éclairer le portrait que Françoise a fait de toi. Alors par rapport à Level, je pense que pour les auditeurs qui auront écouté l'épisode de François, je pense qu'ils auront eu toutes les infos par rapport à Level. En tout cas, c'est un projet qui nous tient à cœur sur la Mayenne. Pour moi, en tout cas, un truc important, c'est que je vois bien que c'est un projet qui émerge sur d'autres territoires, dans les grandes villes, et que je suis très attaché à ce que nos territoires ruraux et même nos petites villes comme Laval aient accès à des outils
qui soient aussi pertinents que ceux qu'il peut y avoir dans les grandes villes. Donc je me suis toujours battu pour dire que nos territoires avaient le droit d'avoir les mêmes services que les autres territoires. Et ça, Level, c'est pour moi un nouveau cheval de bataille après d'autres que j'ai pu avoir par le passé. Donc Level, sortir à terre à Laval, parce qu'on a le droit, nous aussi, d'avoir un beau tiers-lieu dédié à l'économie sociale et solidaire. En effet, merci de faire un rappel, un renvoi vers l'épisode précédent, l'épisode 2 avec François Charles, donc il en était l'invité. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Ça a commencé où? Tes engagements, peut-être dans des études, peut-être dans des engagements associatifs, locaux ou autres. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, j'ai commencé comme beaucoup de militants par du bénévolat, tout simplement. Pendant ma période des études, je faisais des études qui m'ont laissé du temps pour faire du bénévolat. C'est pratique la fac pour ça. Et du coup, ça m'a permis de découvrir un secteur qui me tenait à cœur à l'époque, c'était l'organisation de concerts. J'étais musicien, amateur, j'organisais mes propres concerts, puis après j'ai eu envie d'organiser des concerts pour d'autres, parce que je trouvais ça chouette. Et de fil en aiguille, de plus en plus de bénévolat. Et quand s'est posé la question de mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, le jour où il va falloir que je gagne ma vie, je me suis dit pourquoi pas, j'essaierais bien ça. Et j'ai commencé à faire des stages, à continuer à faire du bénévolat, à rencontrer des gens. Et puis un jour, j'ai eu l'opportunité d'avoir un poste salarié pour pouvoir développer une activité ici en Mayenne. C'est comme ça que j'ai débarqué en Mayenne et que j'ai posé mes valises il y a maintenant un peu plus de 20 ans pour participer au développement d'un projet culturel sur le département. Tu venais d'où? Je venais de pas très loin, je venais du Mans. Ah oui, ça reste les Pays de la Loire. Ça reste les Pays de la Loire, mais il y a cette frontière symbolique c'est la Mayenne. Quand on est dans les grandes villes autour et qu'on regarde la Mayenne, on a un petit regard condescendant peut-être, que j'avais sans doute. Je crois que je m'étais dit, je vais en Mayenne me faire une expérience pour 2 ans et après je repars. Et j'y suis toujours. Comme quoi? Ce serait quoi les clichés sur la Mayenne que tu as réussi à dépasser? Je sais même pas si c'était des clichés, c'était plutôt une espèce de zone qui n'existait pas vraiment pour moi. Et du coup, à partir de là, j'avais pas d'a priori. C'est sans doute ce qui a permis que je reste, parce que du coup, j'ai pris ce territoire à bras-le-corps avec tout ce qu'il avait à offrir. Mais vraiment, pour moi, ça n'existait pas. Pour moi, il y avait Le Mans, il y avait Rennes, et au milieu, il y avait ce truc qu'on traversait pour aller voir des concerts à Rennes. Mais sinon, entre les deux, je sais pas trop ce qu'il y avait. Donc c'est ça que j'ai découvert. Et 20 ans plus tard, c'est quoi, selon toi, quels sont les points forts de la Mayenne? Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui ne connaissent pas du tout ce territoire? Alors, des points forts, moi, c'est ceux que je vais voir de ma fenêtre à moi et de mon quotidien et de mon militantisme. C'est un territoire des possibles, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses à faire. On a inventé plein de choses avec des gens que j'ai côtoyés depuis 20 ans. On a inventé beaucoup de choses en Mayenne. On a fait beaucoup de choses et il y a encore plein de place pour faire des choses. Et au final, c'est quand même un territoire des possibles, c'est-à-dire qu'on arrive à faire des choses. Il y a des territoires sans doute qui sont plus durs, où il n'y a pas grand-chose et on n'arrive pas à faire des choses. Ici, en 20 ans, on est passé de pas grand-chose, notamment pour le secteur que moi j'ai beaucoup côtoyé, la culture, à quand même aujourd'hui quelque chose qui a vraiment de l'allure et qui est vraiment très structuré. Donc moi j'y vois un territoire, un champ des possibles. Et des exemples peut-être de ce que tu as fait pendant ces 20 années, de possibles que tu as contribué à mettre en place? J'ai contribué, j'ai participé, parce qu'il n'y a pas de... Je crois que c'est Simon dans tout premier podcast, alors si les gens ne l'ont pas écouté, allez l'écouter, qui dit que dans l'ESS, il n'y a pas d'homme providentiel. Donc je n'ai jamais été l'homme providentiel de quoi que ce soit. Ça, il y a bien un truc dont je suis sûr, c'est que sans moi, ça se serait fait quand même. Mais en tout cas, j'ai apporté ma pierre à l'édifice plutôt du secteur des musiques actuelles. Le premier poste que j'ai eu, c'était pour le festival Au Foin de la Rue, qui existe toujours aujourd'hui dans le nord du département. Et du coup, j'ai aidé à sa structuration, mais avec une équipe de bénévoles de fous furieux de l'époque. Et du coup, moi, j'ai juste apporté ma petite pierre à l'édifice. Mais ça a permis d'en faire aujourd'hui un festival qui est toujours là, qui est très structuré, avec plusieurs salariés. Enfin, voilà. Et puis, j'ai contribué à l'aventure du 6x4, qui est la salle de concert musique actuelle. J'ai fait partie des fondateurs du tout premier 6x4, qui était associatif et très militant, pour convaincre les collectivités d'y aller. Puis après, j'ai pris des fonctions, quand on a pu créer des postes, j'ai pris des fonctions au 6x4. J'ai été directeur administratif et financier et j'ai accompagné le développement du projet avec les 3 éléphants, qui est l'autre projet porté par la même association, pendant plus de 8 ans pour arriver à un seuil de structuration qui était très pertinent et qui m'a permis de me dire, maintenant je vais voir ailleurs. Comment s'est fait la transition entre ce milieu culturel pur et dur, même s'il y a toujours un peu du social, du socio-culturel? Comment est-ce que tu as fait la transition dans le monde fabuleux de l'économie sociale et solidaire? Et aujourd'hui, en arrivant à être, je cherchais le terme précis, être chargé d'accompagnement et directeur délégué de la coopérative d'entrepreneurs en Mayenne. D'entrepreneurs en Mayenne. La transition s'est faite par
passerelle ou par un pas de côté. C'est dans mon parcours culturel intensif, militant. Comme beaucoup de gens ont pu le connaître, quand on est très militant de son secteur, on fait beaucoup, on donne beaucoup. Et à un moment, sans parler d'épuisement, il y a eu l'envie de se dire j'ai envie de voir autre chose. J'ai envie de passer la main, j'ai envie de voir autre chose, je suis moins pertinent, ou j'ai l'impression d'être moins pertinent. En tout cas, il fallait que je passe à autre chose. Et du coup, j'ai tenté l'entrepreneuriat et j'ai ouvert un restaurant. Ok, rien à voir. Rien à voir. Et en même temps, ça avait quand même à voir pour moi. Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose qui était de l'ordre aussi de défendre un projet qui était un peu différent. C'était les débuts des restaurants qui défendaient la cuisine locale, que des produits frais. On fait appel à aucun grossiste. Enfin voilà. Donc c'était un peu aussi, il y a quelques années, une démarche militante. Même dans le secteur de l'entrepreneuriat. J'ai fait ça pendant quelques années avec une associée qui était, elle, cuisinière. Hein. Je précise que je n'étais pas cuisinier, hein, parce que sinon, on passe pas quand même de la culture à la cuisine du jour au lendemain. Donc, je gérais le restaurant dans son ensemble, la salle, enfin voilà. Et puis, rapidement est arrivé le fait qu'il me manquait quand même des choses. C'est le quotidien d'un restaurant, c'est très mécanique, c'est très tourné vers les autres, mais en même temps, il faut être très répétitif pour être très efficace. Et du coup, il me manquait quand même tout ce que le militantisme associatif, la rencontre, le collectif peut apporter. Et donc, eu l'envie de refaire un pas de côté à nouveau, et l'opportunité s'est trouvée de Codem qui cherchait un chargé d'accompagnement. Et Marie, qui est la directrice de Codem, m'a proposé le poste. On se connaissait bien déjà à l'époque parce que le secteur de la Mayenne est petit et le militantisme est petit. Et du coup, elle m'a proposé ce poste et j'ai pris l'opportunité et j'y ai vu une vraie opportunité pour le coup de me plonger dans un autre domaine aussi, l'entrepreneuriat en coopérative. Les CAE, je connaissais, mais je connaissais pas vraiment parce que tant qu'on n'y est pas, on connaît pas vraiment. Et du coup, depuis, je m'investis dans ce projet au quotidien de ce que je peux dans notre équipe ici à Codem. Depuis combien de temps est-ce que tu es arrivé ici ? Ça fait maintenant un peu plus de 5 ans. D'accord. Donc tu as du recul aussi sur l'activité, sur tes missions, sur ton rôle ? Oui, là maintenant, ça y est, je comprends ce que je fais au quotidien. Alors, qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Comment tu pourrais définir tes missions ? Alors moi, mes missions, j'ai une double casquette. Je suis chargé d'accompagnement. C'est vraiment ma mission au quotidien. On est 4 chargés d'accompagnement ici. Donc nous, notre mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs qui rentrent à la coopérative pour tester et développer leur activité. Et donc nous, on est là pour les accompagner, comme le terme le précise. Au quotidien, c'est les voir en individuel, c'est organiser des ateliers collectifs, c'est les former, c'est répondre à leurs questions. Ça, c'est vraiment le quotidien d'un chargé d'accompagnement. Après, il y a toute une dimension réseau quand même à travers aussi tout ça. C'est rencontrer les autres acteurs de la création, faire connaître notre modèle, qui est un modèle alternatif dans le champ de la création d'entreprise. Et puis, c'est aussi travailler avec d'autres coopératives sur d'autres territoires, puisqu'on est des petites structures au final. Donc, on a besoin de travailler en réseau. Là, je pense qu'on y reviendra sur cette question du réseau. Mais en tout cas, c'est aussi ça notre quotidien. C'est ne pas rester isolé. S'ouvrir sur notre territoire, travailler avec les autres acteurs du développement économique et de l'entrepreneuriat, aller à la rencontre des porteurs de projets. Enfin voilà, on ne s'ennuie pas beaucoup en coopérative. Ouais, j'imagine. Ouais. Ouais. Et si je suis entrepreneur et que je me pose des questions sur peut-être rejoindre la Codem ou ce type de structure sur un autre territoire, est-ce que tu peux nous décrire le parcours un peu type ? Alors c'est forcément plus subtil que ça, mais un peu type d'un entrepreneur qui intègre la coopérative. En coopérative d'activité et d'emploi, on rentre pour tester une activité. En général, on vient quand on a une vraie idée à tester. C'est-à-dire qu'on se dit, ça, a priori, je sais faire, je vais pouvoir faire. Donc, je vais la tester, je vais aller chercher des clients. Nous, on n'est pas là pour aider les entrepreneurs à écrire leur projet. Il faut qu'ils soient prêts à le tester. Ouais. Donc, ils rentrent pour le tester avec un contrat qui est un contrat d'appui au projet d'entreprise, qui est un contrat qui permet de conserver ses droits précédents. Si on est demandeur d'emploi, on reste demandeur d'emploi vis-à-vis de France Travail. Mais on peut vraiment faire des devis, des factures, faire de la com, lancer son activité, tout simplement parce qu'on est hébergé par la coopérative. On ne crée pas son entreprise, on intègre l'entreprise collective. Cette phase de test, elle permet de vérifier la viabilité économique, elle permet de vérifier aussi qu'on a envie d'être entrepreneur, parce que tout le monde a, des fois, on peut fantasmer des choses, et puis on teste, et puis on se dit, non, en fait, c'est pas pour moi. Et puis une fois qu'on a validé ce test, on peut continuer son parcours au sein de la coopérative en signant un contrat de travail avec la coopérative. Ça, c'est la grosse
différence dans le monde de l'entrepreneuriat des coopératives d'activité et d'emploi, c'est qu'on offre aux entrepreneurs la possibilité d'avoir un contrat de travail au régime général. Donc la protection sociale d'un salarié classique tout en étant son propre entrepreneur. Des leviers de sécurité pour des personnes qui hésiteraient à faire un grand saut dans le vide. C'est 1 ou 2 ou 3 parachutes en même temps pour accompagner tranquillement, non pas la chute, mais le voyage, on va dire. J'allais dire l'ascension, mais ça ne marche pas si on saute en parachute. La métaphore ne marche plus. Mais en tout cas, voilà, vous accompagnez, vous bordez, et en même temps, j'imagine que vous veillez absolument à ce que la personne développe la plus grande autonomie, la plus grande indépendance dans ses projets. Oui, pour nous, l'objectif, c'est bien que les entrepreneurs soient autonomes le plus rapidement possible, que ce soit pour rester à la coopérative, on a des entrepreneurs qui sont là depuis très très longtemps, ou qu'ils décident de sortir de la coopérative pour créer leur propre structure, ce qui est parfois le cas aussi quand ils ont besoin de se développer et de grossir un peu. En tout cas, pour nous, l'objectif, c'est bien l'autonomie dans la sécurisation. Ouais. Sécuriser le parcours, sécuriser la personne, tout en faisant en sorte que le projet puisse aller là où la personne a envie de l'emmener. En quelques mots, comment se compose l'équipe ici à la CODEM ? On dit la CODEM, je dis ça depuis tout à l'heure. Mais... Nous, on dit plutôt CODEM. CODEM tout on court. dit la CODEM pour certaines. Ouais. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de règles grammaticales. Donc je peux dire la CODEM. Ouais. Tu m'en veux pas. Non. Très bien. Les auditeurs, auditrices qui connaissent la CODEM ne m'en voudront pas non plus. Donc qui compose l'équipe de la CODEM ? Alors, l'équipe de salariés, de ce qu'on appelle nous l'équipe d'appui, qui est là pour appuyer le projet des entrepreneurs, c'est une équipe de 7 salariés. Donc, on est 4 chargés d'accompagnement avec des missions spécifiques. On va dire qu'on est capable d'accompagner tous les entrepreneurs et après, on a des spécificités. On a Marina qui est sur l'organisme de formation, puisque du coup, on accompagne des formateurs qui développent des projets de formation. La formation aujourd'hui est très structurée autour d'une labellisation un peu complexe. Donc ça, on a une personne spécialisée dans l'équipe sur cette question-là. On a une personne qui est sur le service à la personne aussi, puisque c'est un secteur qui est aussi normé. Donc voilà, on a nos spécificités, mais globalement, on est 4 à pouvoir accompagner les entrepreneurs à toutes les étapes de leur développement d'activité. Et puis après, on a 3 personnes qui sont sur ce que nous, on appelle le pôle hébergement, qui vont gérer pour les entrepreneurs tout le back-office de leur entreprise, leur comptabilité, leur fiscal, leur social, le juridique, puisque l'idée, c'est que les entrepreneurs, eux, se concentrent sur leur cœur d'activité. Nous, on gère pour eux toute la partie un peu ennuyeuse, parfois, pour certains, stressante surtout, beaucoup. Donc, anxiogène, on pourrait dire. Ouais, pour certains, c'est même anxiogène. Donc, nous, on fait en sorte de les soulager de cette partie-là. On fait en sorte qu'ils comprennent quand même ce qui se passe, puisqu'ils doivent être maîtres de leurs décisions, y compris sur les questions financières, mais on leur évite d'avoir à se tordre, à se faire des nœuds au cerveau sur des questions juridiques, ce genre de choses. Ok, merci pour cette présentation de CODEM, la CODEM. Tout à l'heure en off, juste avant l'enregistrement, tu m'as parlé d'un projet artistique que tu développes et défends, qui s'appelle Strat. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot ? Je le trouvais intéressant et éclairant aussi sur ton militantisme et sur ton action en dehors de tes fonctions professionnelles. Voilà. Est-ce que tu veux bien nous en parler ? Oui, j'ai toujours gardé une activité artistique en parallèle de mes activités professionnelles. Activité artistique dont je ne tire pas mes revenus principaux. C'est pour ça que ça me donne de la liberté. Et j'ai plusieurs projets, parce que je fais partie d'un collectif en Mayenne de plusieurs artistes qui s'est réuni autour d'un collectif qui s'appelle le Collectif Social Club. Et on développe plein de projets au gré des envies et des opportunités. Et ce projet Strat, que je développe avec un autre musicien qui s'appelle Johannes, est basé sur l'enregistrement de la parole de personnes qui investissent, qui ont un lien avec un lieu, avec une expo. On va les enregistrer. Après, on va utiliser cette matière enregistrée pour réécrire une histoire un peu à nous et qu'on va ensuite mélanger à notre musique qu'on va jouer en live dans ce lieu qu'on aura investi. Donc c'est à la fois un projet de musique live, puisque du coup on est musicien, on joue en direct, mais on vient apporter une couche supplémentaire à notre musique dans ce lieu qui est une couche un peu sensible de ce que les gens ont pu nous en dire de ce lieu. Et ça, on aime bien. Puis on aime bien aller chercher le sensible, l'anecdote. Voilà. Ce qui nous intéresse quand on nous parle d'un lieu, c'est pas tellement l'histoire de ce lieu, mais c'est la petite histoire du lieu, le petit quotidien, ce qui se cache dans les placards. Nous nous retrouvons sur ce point précis d'aller chercher plutôt la petite histoire derrière la grande histoire. Tu parles, on va écouter Françoise dans quelques instants qui a complété la définition de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, que Simon dans l'épisode 1 avait fait, Simon Écuyer. Avant d'écouter ça, est-ce que tu peux nous parler, tu parles beaucoup du réseau depuis tout à l'heure, est-ce que tu peux nous en donner succinctement, parce que ce n'est plus le cœur de l'émission, ça c'était la saison 1. Est-ce que tu peux nous donner ta vision sur le réseau, ça sert à quoi, ça permet quoi, comment en faire une force, une ressource, puis toutes les questions auxquelles tu voudras bien répondre en lien avec le mot réseau. C'est vrai que moi, derrière le mot réseau, je mets le mot faire ensemble. Je suis un très mauvais réseauteur de soirées petits fours.
Alors, je critique pas les gens qui sont dans ces espaces-là, mais je suis pas très à l'aise à cet exercice. J'ai du mal à aller vers les gens sans avoir quelque chose à leur proposer ou à répondre à une de leurs propositions de faire quelque chose. Par contre, dès que l'opportunité arrive de se dire « tiens, on pourrait faire ça ensemble », là, je fonce et là, je trouve qu'il y a un sens. Donc, pour moi, le réseau, c'est faire avec des gens, c'est avoir des idées, c'est appeler quelqu'un en disant « tiens, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que tu en penses ?» Ça, pour moi, c'est la vision du réseau que je sais faire. J'avais un collègue il y a quelques années qui disait qu'on n'était pas des pensous, on était plutôt des faisous. On dit comme ça à la campagne. Donc voilà, on fait du réseau, pas on pense le réseau. On va écouter Françoise qui nous parle de sa définition de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Je le dis pour la dernière fois de l'épisode parce que je pense que les auditeurs et auditrices ont bien compris, ont bien enregistré. Et puis je te laisserai compléter ce qu'elle en dit. Elle parle pendant une grosse minute, presque 2 minutes. C'est un extrait de l'épisode précédent que j'invite les auditeurs et auditrices à aller découvrir s'il ce n'est déjà fait. Mon regard sensible, c'est celui d'une économie indispensable pour le vivre ensemble. Donc, est-ce qu'elle doit être majoritaire? Est-ce qu'elle doit être la norme? Moi, je dis oui, et en même temps, laissons la liberté aux uns et aux autres de pouvoir entreprendre. Ce qui me paraît, en tout cas, très important, c'est que c'est une économie qui soit reconnue comme une économie. Voilà. Qu'on admette que c'est une économie et qu'elle puisse être présentée comme un modèle. Moi, je dirais bien que c'est un exemple, mais en tout cas, comme un modèle qui existe, qui fonctionne, qui a une finalité qui n'est pas uniquement financière et qui n'est pas tournée autour de l'enrichissement personnel. Et ça, je crois que c'est un message qui fait son chemin, en tout cas dans la société, qui fait son chemin auprès d'entrepreneurs, de nouvelles générations d'entrepreneurs aussi, attentifs aux enjeux sociaux, aux enjeux solidaires, aux enjeux environnementaux. Donc c'est une bonne chose. On le voit également, et Simon le disait, que les entreprises, on va dire, avec des modèles économiques plus classiques, intègrent aujourd'hui ces aspects-là. On a des entreprises à mission, voilà, qui inscrivent dans leur objet que ce n'est pas uniquement l'enjeu financier. Donc on voit bien que l'économie sociale et solidaire fait son chemin, rayonne de manière positive auprès des autres entreprises, auprès des territoires, auprès de l'économie publique aussi, qui compose notre économie au quotidien. Donc ça pour moi, on est sur un chemin intéressant pour l'économie sociale et solidaire. Est-ce que tu rejoins Françoise? Est-ce que tu considères que nous sommes sur un chemin intéressant pour l'économie sociale et solidaire? J'ai envie de rejoindre son positivisme. Oui, j'ai envie d'être positif aussi, me dire qu'effectivement, il se passe des choses pour l'économie sociale et solidaire. Après, comment va être l'avenir pour notre secteur d'activité, je ne saurais le dire aujourd'hui. C'est quoi ta vision à toi du coup? Qu'est-ce que ça pourrait être ou devrait être? Qu'est-ce que tu pourrais appeler de tes vœux? La question est bancale, mais la réponse ne le sera pas. Après la définition donnée par Françoise, qui est super, franchement, j'aimerais que la question ne se pose pas et que l'ESS soit... limite que l'ESS disparaisse dans la mesure où ça deviendrait une forme de... évidemment qu'on entreprend en mettant l'humain au cœur du projet, que l'économie considère que c'est un outil au service des humains et que c'est les humains qui drivent l'économie, ça me semble tellement le b.a.-ba du bon sens que c'est plutôt l'inverse qui me paraît toujours étrange. De se dire que le capital, dans son côté totalement impalpable, arrive à diriger, à donner des directions à des choses qui ne sont pas en adéquation avec le bien-être des humains. En fait, souvent je me dis, mais c'est notre économie, et l'économie ESS et l'économie normale, c'est l'autre qui n'est pas normale. Pour ça, des fois, je fais l'analogie avec l'agriculture. On a tendance à dire que l'agriculture biologique, c'est une niche. Non, l'agriculture biologique, c'est l'agriculture normale. C'est celle où les légumes, ils poussent sans mettre, a priori, beaucoup d'entrants. On a inventé une autre agriculture. L'économie, j'ai l'impression que c'est la même. Normalement, on devrait faire en sorte d'être au service des humains, pour les humains, en essayant de le faire en faisant le moins de mal les uns les autres aux autres autour de nous. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce qui guide notre façon de faire de l'économie. Donc, moi, j'ai longtemps fait de l'ESS sans le savoir, parce que quand on est dans la culture, on a du mal à intellectualiser le côté ESS.
Et en fait, je me rends compte que je faisais de l'ESS et que du coup, aujourd'hui, je suis un acteur très impliqué dans le champ de l'ESS et j'ai un peu théorisé, j'ai compris un peu le champ politique de l'ESS, donc je l'intègre. Mais quoi qu'il arrive, pour moi, c'est juste du bon sens. La question, c'est comment on fait pour que ce bon sens devienne le bon sens général. Et c'est là où soit je suis topiste, soit ça va venir au bout d'un moment. On va se dire, attends, c'est pas logique. Mais peut-être parce que moi, j'ai fondamentalement un truc en moi, c'est que j'aime pas faire du mal aux autres, d'une manière ou d'une autre. Et dès que j'ai l'impression de faire mal à quelqu'un, symboliquement ou par une parole, ce genre de choses, je suis un peu... ça me touche. Donc je me dis que nous, on est l'économie qui n'aime pas faire mal aux autres. Donc voilà, j'espère qu'un jour, ça va s'imposer, cette vision un peu humaniste. Certains diront bisounours, moi je dis humaniste. On est entre humains, quoi. Mince. C'était un cri du cœur. Ouais, Merci de l'avoir puis là, il y a un micro, donc je suis poli, mais oui. Sinon, mes collègues vous diraient que je suis plus vindicatif que ça en off. Françoise et Simon ont parlé notamment de l'économie, l'humilité. Je trouvais ça très intéressant. J'avais pas ce terme-là en tête. Et je trouve que oui, ça correspond à ce que tu dis aussi, d'être dans une vision humble des choses et humaniste. Tu rajoutes l'adjectif humaniste plutôt que capitaliste et concurrentiel absolument. Et c'est aussi pour ça que je voulais en faire le portrait de cette ESS, pour mettre des termes un peu plus précis. Alors pour moi, Vincent, puis aussi pour les auditeurs et auditrices qui peut-être regardent ça de loin et en ont une vague idée. Je trouve que c'est chouette. Et pour celles et ceux qui en sont les spécialistes, d'avoir ta vision à toi plus sensible, celle de Françoise, de Simon et de toutes les prochaines invités, je pense que ça fait vraiment sens aussi pour montrer que c'est très protéiforme et qu'il y a autant de SS qu'il y a d'acteurs de l'ESS, je crois. Et voilà, je trouve ça chouette. Mais l'humilité là que tu soulignes, je suis complètement d'accord. Et Codem, nous, on intervient dans le champ de la création d'entreprise. Et là, si je devais compléter la définition en y allant vraiment sur la question du champ de la création d'entreprise, c'est se prendre un tout petit peu moins au sérieux. Enfin, je veux dire, créer des entreprises, c'est super, mais au final, c'est jamais que créer des projets. C'est pas plus important que de créer une asso, ou c'est pas plus compliqué que de créer une asso, ou créer un service du médico-social. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut arrêter de se prendre très, très, très au sérieux et d'imaginer qu'on est en train de sauver le monde en créant son entreprise. Non, on fait. Et puis voilà. Et puis on accepte de défaire si à un moment, on part dans la mauvaise direction. Donc, l'humilité, je trouve ça bien de repositionner ça. Nous sommes déjà quasiment à la fin de notre entretien, le temps passe très vite. Je t'ai proposé, Cyril, de nous présenter une personne D vers qui m'envoyer pour continuer cette enquête. On peut mettre le mot enquête peut-être avec des gros guillemets, mais sur l'ESS. Alors je t'invite en quelques mots à nous présenter cette personne. Pourquoi est-ce que tu l'as choisie? Et puis si jamais tu voulais lui laisser un petit message, n'hésite pas à le faire en t'adressant directement à lui. La personne D que j'ai choisie, c'est Yann, qui est le directeur du 6x4, de l'association POC-POC, qui gère le 6x4 et les 3 éléphants, dont j'ai évoqué avant mon passé. Et je fais toujours partie de cette association en tant que bénévole. Donc j'ai l'occasion de le voir œuvrer au quotidien. Et je trouve que lui fait vraiment la passerelle entre l'ESS et la culture. Il a cette vision, je trouve, beaucoup plus large. Et il vous expliquera, je pense, et il aura l'occasion de le faire en long et en large, car c'est quelqu'un d'assez bavard, tout comme moi. Et je trouve que ça fait partie de ces acteurs de la culture qui ont compris les enjeux de s'insérer aussi dans le monde de l'économie et de le faire par le biais de l'ESS. Et ça, je trouve intéressant que tu ailles le rencontrer et qu'il nous parle de ça, parce que je crois qu'il a une vraie vision et que c'est important que les acteurs culturels se pensent comme des acteurs aussi économiques et que se pensent comme des acteurs du champ de l'économie sociale et solidaire. Parce qu'ils ont beaucoup de choses à apporter, les acteurs de la culture. Et si je devais laisser un petit message à Yann, Yann, n'hésite pas à faire la promo de tous les trucs super que vous faites avec l'association POC-POC, parce que c'est incroyable tout ce que l'asso arrive à faire pour tout un tas de publics, que ça va des enfants, vraiment c'est le tout public, les publics empêchés. Il y a vraiment une action qui est parfois assez invisibilisée parce que on pense tout de suite tête d'affiche, grande scène, et en fait c'est vraiment qu'une petite partie de l'activité d'une structure comme celle-ci. Donc n'hésite pas à parler de tout ça, mais je sais que tu le feras. Et puis je te fais des bises. Il faut qu'on se voit pour boire une bière, parce qu'il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Le message est passé.
Et quant à nous, nous sommes malheureusement déjà à la fin de cet entretien, puisque j'essaie de respecter le format d'une trentaine de minutes, une grosse trentaine de minutes. Je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire sur ton parcours, tes inspirations, tes combats, tes projets, etc., etc. Donc merci beaucoup Cyril d'avoir joué le jeu du réseau de mon réseau, en accueillant les micros de Parole et compagnie, en m'envoyant vers un nouvel invité, donc Yann, que je vais rencontrer pour tout dire cet après-midi. Je rentabilise le déplacement à Laval. Yann étant forcément une nouvelle personnalité inspirée et inspirante. Et ce que tu viens de dire me conforte dans cette certitude. Merci d'avoir complété à ta manière ce portrait de l'ESS. Et si tu le souhaites, je te propose d'ajouter un petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu pourrais vouloir ajouter ? J'ai pas fondamentalement de mots de la fin. Là, j'ai juste envie de dire que j'ai passé un bon moment et que c'est chouette de prendre le temps aussi de se poser, de réfléchir à ce qu'on fait au quotidien, pour le coup, et puis de penser l'ESS autrement qu'à travers le prisme des éléments de langage qu'on a habituellement quand on rencontre des partenaires, mais d'y mettre une dimension un peu sensible. Donc voilà, moi j'ai envie de dire l'ESS sauvera le monde. On finira là-dessus. Ce sera le titre de l'épisode si je devais ajouter un titre. Est-ce que, en dernier point, et puis après je rends l'antenne, comme on dit, comment est-ce qu'on vous retrouve ? Sur les réseaux sociaux, vous nous retrouvez assez facilement, Codem, et puis surtout on a un site internet où on retrouve beaucoup d'infos sur la coopérative, son fonctionnement, son organisation, son histoire, et donc c'est codem.coop. Avec 2 O. Merci beaucoup Cyril et merci à vous chers auditeurs, chères auditrices d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le diffuser largement autour de vous. Voilà, un portrait d'une personnalité inspirée, inspirante, c'est toujours bon à prendre. Et puis surtout, n'hésitez pas à créer, pourquoi pas, votre propre réseau de mon réseau, à votre manière. Je ne sais pas comment vous pouvez l'inventer, d'appeler quelqu'un qui vous envoie vers quelqu'un, ne serait-ce que pour le plaisir de vivre de chouettes rencontres, comme c'est le cas pour moi depuis déjà 2 saisons. À bientôt pour l'épisode 4 de cette saison 2 du réseau de mon réseau. Et Cyril, merci et à bientôt. Merci. Une production Parole et compagnie.